Le restaurant Parmesan et Haggerty sont fiers de vous présenter Passion Auto Rétro. Bonjour à tous, bienvenue à Passion Auto Rétro. Cette semaine, on vous présente une Chevrolet Fleetline 1948 et je vous la fais découvrir avec Stéphane Vézina. En 1927, la Chevrolet était une petite voiture économique ne comportant aucun luxe et coûtant près de 76 % de moins qu'une Buick. Au fil des ans, elle grossit autant au niveau de la carrosserie que de la motorisation, au point qu'en 1941, son prix n'avait augmenté que de 142 $ et son niveau de luxe approchait celui de la Buick. En 1941, la Chevrolet hérite d'une nouvelle carrosserie qui, pour la première fois, ne s'apparente pas à l'allure des pick-up. La ligne est plus fluide et les phares avant sont incorporés aux ailes. De plus, elle utilisait la coquille de la Buick. Pour le millésime 1942, une version très populaire de type Fastback, Aerocoupe et Sportmaster fit son apparition en 2 et 4 portières. À la fin décembre 1941, le gouvernement américain bannit tout accessoire chromé sur les voitures, à l'exception des pare-chocs, et à partir du 6 février 1942, toute la production automobile cessa pour l'effort de guerre. Le 3 octobre 1945, la Chevrolet réapparut sous la forme du modèle d'avant-guerre. Elle demeura inchangée jusqu'en 1949. Stéphane, tu es propriétaire d'une voiture très rare, une Chevrolet Fleetline 1948. Tu es un collectionneur qui collectionne depuis des années, qui est intéressé à ce domaine-là depuis toujours. Ouais. Explique-moi un peu ton historique dans le monde de la voiture antique. Tes premières voitures, tes premiers contacts, tes premiers amours. Oui, bien, j'ai toujours été attiré par l'automobile, mais quand j'étais très, très jeune, moi, j'aimais tout le temps regarder les voitures. Surtout, ma mère est originaire de la campagne, puis quand on allait en campagne le dimanche après-midi, en campagne, les voitures étaient pas aussi récentes qu'ici en ville. Donc, moi, ce que j'aimais, c'était de voir des voitures on était dans les années 70, puis moi, c'était de voir des années 60, début 60, chose qu'on ne voyait pas ici en ville. Et en campagne, en passant, lorsqu'on avait une nouvelle voiture dans le village, ça faisait jaser beaucoup. Oui, c'est ça. Oui. Fait que c'est pour ça que moi, j'étais fasciné de voir des voitures comme ça qu'on ne voyait pas ici en ville. Ce qui fait que j'ai toujours été attiré par ça. Mais c'est sûr que, bon, quand j'ai grandi, quand je suis arrivé adulte, l'âge d'avoir une voiture dans les années 80, ben là, la passion, il n'était plus vraiment. Là. Les voitures, ça ne me parlait plus autant. Là. Bien, il n'y avait plus la même émotion dans l'industrie automobile. C'était comme une période plus, on pourrait dire, flat un petit peu de l'intérêt général. Les cylindrées étaient plus petites, moins de chevaux, moins de passion. Hein? C'est ça. Fait que c'est pour ça que là, moi, j'ai été un petit peu, je dirais, un peu désintéressé à ce moment-là de l'auto, quoique j'aimais ça encore. Mais j'ai commencé à m'y réintéresser vraiment beaucoup plus. Au milieu des années 90, j'ai commencé à aller à l'exposition du Club des belles autos d'hier au Parc des Chutes Montmorency. J'y allais avec mon père. Puis ça, c'était chaque année. Moi et mon père, c'était un rendez-vous annuel, on y allait. Puis j'adorais ça. Puis mon père aimait revoir des voitures qu'il se souvenait avoir vues quand il était jeune, finalement. Fait que pour moi, c'était vraiment un plaisir, ça, là, à chaque année avec mon père d'aller voir ça. Fait que la maladie a fait une récidive avec ton père. Et là, tu vas dans les expositions. Est-ce que dans ta tête, tu as l'intention d'en avoir une ou tu vas juste regarder? Bien, je pensais pas en avoir un jour. Vraiment, je pensais pas. Parce que je regardais ça, puis là où je demeurais, en plus, je demeurais dans un condo où j'avais aucune place pour avoir une auto, ça prend un garage. Fait que je pensais pas. Mais à un moment donné, ça s'est mis vraiment à germer dans ma tête, puis je me suis dit, j'aimerais vraiment en avoir une. Alors, j'ai été jusqu'à déménager
Je me suis fait construire une maison pour avoir le garage. Ça, je disais, c'est une maladie. Ah, c'est une maladie, là. C'est fou. Puis finalement, ben, j'ai commencé à regarder ça. Puis là, finalement, à ce moment-là, j'étais vraiment très passionné par les autos des années 60. Les poney cars, les muscle cars. Alors, la voiture de rêve que je rêvais avoir, je voulais une Mustang 1965 Fastback. Alors, je me suis mis à chercher. Ça a été long. Mais quand j'ai finalement réussi à la trouver en Caroline du Nord, aux États-Unis, elle était exactement tout ce que j'avais pu rêver d'être. Vraiment. Et là, tu pensais que ton désir était comblé, mais malheureusement, la maladie a continué. Ça l'a d'autres repris. voitures après. Ça l'a repris. Ensuite de ça, ben c'est sûr que je rêvais d'avoir un muscle car. Donc, j'aimais beaucoup la Dodge Charger 1969 en particulier. C'est un modèle qui me faisait rêver. Encore là, ça me rappelait quand j'étais jeune, il y avait le frère d'un de mes amis qui possédait une Roadrunner 1970, puis je me souviens étant très jeune, quand il démarrait sa voiture, il restait à 3 maisons de chez moi. Puis quand il démarrait, j'entendais le son, là, ça me faisait vibrer. Donc, je me suis mis à la recherche d'un Dodge Charger. Donc, je l'ai finalement trouvé, lui, en Pennsylvanie, aux États-Unis. Donc, je l'ai importé ici. Mais c'est sûr que j'ai dû la faire restaurer parce qu'elle n'était pas à mon goût. OK. Mais là, j'avais le goût d'autres choses, de vivre d'autres émotions. Puis j'ai toujours trouvé ça beau, les voitures des années 40, à cause du style tellement particulier de ces époques-là. Donc, je me suis mis à rêver à ça. Mais je m'étais dit, c'est sûr, jamais j'en achèterai, jamais. Mario, cette semaine, on parle d'un sujet qui a l'air tout léger, là, les garde-boue. Mais c'est pas si simple que ça, la découverte du garde-boue. Il y a toute une évolution à l'arrière de ça. Oui, j'ai été très surpris dans mes recherches de découvrir qu'il existait... la façon qu'on a développé le garde-boue, c'est par un concours. Là, vous allez dire un concours... Un concours de garde-boue. De garde-boue. Comment, Ouais. comment on peut faire un concours de garde-boue? Bref, c'est simple. Bon, premièrement, il faut se rappeler qu'à l'époque, les chemins... C'était en terre. C'est ça. On n'a pas de bitume, on n'a pas d'asphalte. Là, vraiment, c'est des chemins, là... imaginez des grands centres pour les piétons. C'était vraiment pas évident de voir arriver une voiture. Puis après un orage, on imagine les trous d'eau, on imagine tout ça. Là. Ça ne devait pas être drôle pour les passants. Effectivement pas. Donc, on a développé différents types de garde-boue, là, des modèles loufoques, des modèles un peu bizarres. Bref, on a créé un concours. Ça se passe du côté européen, à Versailles. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a choisi un chemin où est-ce qu'il y avait quand même de l'eau et des flaques d'eau et boueux. Et on a installé en bordure du chemin un panneau de bois avec des échelles de gradation, tout simplement. Fait qu'on mesurait l'efficacité du garde-boue avec l'échelle. Bon, effectivement. Il y avait une centaine de voitures qui participaient au concours. Donc, eux, ils défilaient toujours au même endroit, la même flaque d'eau, ou les mêmes flaques d'eau, bref. Et l'éclaboussure, bon, ben, on s'entend que ça revolait carrément sur le panneau, là. Et dépendamment de la hauteur, ben, celui qui éclaboussait le moins haut se méritait le prix du meilleur garde-boue. En regardant les images, on peut dire que les gens ils étaient créatifs. Fallait y penser. Créatif, il s'attirait énormément de monde. Ça a duré 2 ans, de 1912 et 1913 également. Et par contre, l'histoire ne dit pas quel garde-boue a eu la panne ou a existé par la suite, parce que les voitures d'époque, écoute, là, on s'entend que tu ne peux pas fixer un garde-boue comme dans l'image qu'on peut avoir en temps réel aujourd'hui. La faucelle, on a une aile, mais il n'y a pas de faucelle. Là. Non, absolument. Et les besoins ne sont pas les mêmes avec l'arrivée du bitume, bien sûr. Les besoins en garde-boue ont été éliminés ou presque. Ça a changé. Mais bref, c'est tout ça pour dire que l'avènement automobile nous a amené un lot d'inventions, tantôt loufoques, tantôt intéressantes. Toujours disponible sur le super site de Passion Auto Rétro. Oui, les textes sont là et les photos. Merci Mario. Merci. Ce segment vous a été présenté par V8 Passion et les belles autos d'hier.
Le 17 mars 1948, le groupe de motards Hells Angels est créé en Californie. Formé de vétérans de l'armée américaine passionnés de moto, le groupe se nomme en l'honneur d'un escadron de la Seconde Guerre mondiale. Au fil des ans, le club prend de l'ampleur et se crée multiples chapitres pour finalement devenir un emblème au sein du crime organisé dans les années 90, cumulant 244 chapitres dans 52 pays. Le 9 août, plusieurs artistes signent le Refus global, un manifeste qui dénonce le conformisme artistique et moral au Québec. Le principal auteur, Paul-Émile Bordua, remet en question les valeurs traditionnelles de la société québécoise, dont la religion et l'attachement aux valeurs ancestrales. Le 6 octobre, la Citroën 2CV Type A est présentée au Salon de l'Automobile de Paris. Ayant été adoptée partout en Europe, elle fut produite pendant 44 ans. Stéphane, en terminant notre bloc, tantôt, tu as dit que tu ne pensais jamais avoir une voiture des années 40. Et pourtant, devant nous, si je ne me trompe pas, on a une Chevrolet 48. Oui. Peux-tu m'expliquer ça, toi? Oui. C'est que, à un moment donné, je me suis mis vraiment à m'intéresser aux voitures des années 40, mais je voulais pas, comme les autres autos, c'est toujours un modèle très précis que je veux avoir. Puis, je me souvenais quand j'étais jeune, mon père m'avait parlé d'une de ses toutes premières voitures qui me disait « La voiture la plus belle que j'ai eue, c'était une Chevrolet Fleetline 1947. » Et il me disait, il dit, l'auto, il dit, c'est de valeur, je pense pas en avoir de photos de ça. Mais il dit, le toit était spécial. Il dit, c'était un toit, il dit, penché par en arrière. Il dit, ça donnait un look spécial. Ça, c'est une des plus belles autos que j'ai eues. C'est un peu l'invention du fastback en même temps. Hein? C'est ça, oui, c'est ça. Parce qu'à l'époque, le terme fastback n'existait pas. On appelait ça le style torpedo. OK. C'est le nom que GM donnait à toutes ses carrosseries fastback. Donc, mon père, c'est ça, il me dit, c'est de valeur, je pense pas en avoir de photos. Puis, à l'époque, Internet n'existait pas, donc j'avais aucune idée de ce qui me parlait. C'était abstrait, le modèle, pour toi. C'était vraiment abstrait. Puis là, bien, le temps a avancé. À un moment donné, je te disais tout à l'heure que j'allais avec mon père aux expositions, puis il souhaitait toujours en avoir une, mais pour me la montrer, on n'en a jamais vu. J'en ai jamais vu au Québec dans toutes les expositions que j'ai faites. Honnêtement, moi non plus. Jamais vu ça au Québec. Quand si quelqu'un en a vu une, assez rare. Ça doit, parce que j'en ai pas vu, puis j'en ai tellement cherché. Fait que là, bien, à un moment donné, ce qui est arrivé, bon, mon père est décédé en 2012, puis mon frère, il me dit, bon, ben moi, il dit, Stéphane, il dit, les photos, il dit, de famille, moi, je les garde pas si tu veux les avoir. Fait que moi, je les ai apportées chez moi. Puis un soir, ben, je me suis mis dans les albums photos. Puis il y en avait que j'avais déjà vu, mais il y en avait que j'avais jamais vraiment vu. On avait une pile d'albums photos. Puis à un moment donné, je tombe sur une photographie où ma mère est photographiée à côté de la fameuse... voiture. Là, je lui ai dit, oh my God! Puis là, bien, sur Internet, là, à ce moment-là, j'avais vu à quoi ça ressemblait le modèle. Là, je suis tombé en amour avec ça. Là, je me suis dit, c'est une voiture comme celle-là qu'il faut que je trouve. Absolument. Là, c'est devenu un objectif. Ah, vraiment. Mais c'est pas facile parce que là, on parle pas d'une Mustang 65, là. C'est ça. Là, il y avait deux embûches. Un, d'en trouver une, parce que je regardais sur toutes les annonces classées sur Internet, aux États-Unis, partout. Il n'y en avait pas. Ou les rares fois où j'en voyais, il avait été customisé. Il y avait une mécanique moderne dedans, tout ça, mais moi, je voulais une originale. Tu voulais un match number, en guillemets. Ah oui, absolument. Puis l'autre chose, c'est qu'une voiture, plus qu'elle est vieille, bien, plus c'est difficile d'en trouver une en bonne condition, là aussi. Fait que c'était tout un défi. Mais j'ai été des années à chercher. Puis, à un moment donné, au moment où j'y pensais vraiment plus, je m'étais dit, garde, il va falloir que je me fasse à l'idée, ça n'arrivera pas. À un moment donné, je vois une annonce sur Kijiji. Puis là, je vois cette voiture-là. Là, bien, elle paraissait être dans une bonne condition d'après les photos. Je m'étais dit, les photos, on ne peut jamais se fier à ça. Puis la description qu'elle en donnait, la personne disait que la voiture était en excellente condition. Je me suis dit, non, ça se peut pas. Fait que là, j'ai dormi là-dessus. Le lendemain, je me suis dit, bon, c'est à Terre-Neuve, c'est au Canada quand même. Ce serait peut-être pas si compliqué de l'importer. Je me suis dit, je vais tout de même appeler ce soir un monsieur pour en savoir plus, mais je m'étais dit,
pour lui, une voiture d'une bonne condition, ça ne veut pas dire qu'elle a la même définition que moi. Une bonne Là, dans le condition. combat des deux cerveaux, là, le rationnel puis l'émotionnel, Et l'émotion. ils se battent tous les deux. Là. C'est ça. Au levé, Fait- c'est qui a gagné? Ah, L'émotionnel mon- ou le rationnel? Ben, je dirais que c'est les deux au final, parce que finalement, l'émotion m'a vraiment porté, mais en même temps, la voiture était exactement comme le monsieur me l'avait décrit. De fil en aiguille, à partir de ce moment-là, explique-moi donc rapidement toutes les démarches qui ont été faites pour aller chercher la voiture. Ah, Comment ça se passe? Ça a été particulier. J'ai dit, je peux pas acheter une voiture sans l'avoir vue. Donc, je me suis dit, je vais acheter un billet d'avion. Je suis allé voir la voiture sur place. J'ai été reçu là-bas. Les gens de Terre-Neuve sont tellement sympathiques. Ils sont accueillants, hein? Accueillants, c'est Ah oui. incroyable. Juste le voyage pour aller acheter la voiture en valait le coup, honnêtement. Il est venu me chercher à l'aéroport, il m'a amené manger au restaurant. Là, ben, il m'a dit, tu dois avoir hâte de voir la voiture. J'ai dit oui. Ben, il dit, je vais t'amener, il dit, chez moi, voir la voiture. Mais il dit, c'est J'espère. demain, je vais la sortir du garage. Juste pour faire languir un peu. Hey, mais quand il a ouvert la porte de garage et que j'ai vu la voiture, parce que c'était la première fois de ma vie que je n'en voyais une Fleetline de mes yeux. Pour vrai? Je l'avais juste vue en photo. Là, l'émotion. Puis là, j'ai pensé à mon père. Là, je me suis dit, si seulement il était là. Alors là, finalement, le lendemain matin, il vient me chercher avec la voiture à l'hôtel. Là, il me dit, ça va être toi, il dit qu'il va la conduire. Il dit, je vais Wow. la conduire un petit peu pour te montrer, parce que ça prend quasiment un cours conduire une voiture comme Oui, ça. hein. on sort des voitures des années 2000. Là. On parle de s'adapter. Ah, vraiment? Fait que là, il m'a donné un petit cours. Fait que là, il a conduit. Moi, je le regardais faire. Là, ensuite de ça, il dit, c'est toi qui vas conduire pour se retourner jusqu'à la maison chez moi. Alors là, on est parti, on a roulé. Fait que là, rendu à la maison, il me dit, là, on a discuté du prix. Finalement, la transaction s'est faite. Là, il sort son enregistrement. Il dit, là, c'est sûr, il ne disait pas plaqué, ça fait 5 ans. J'ai dit, pardon, j'ai conduit une voiture pendant 20 minutes de temps qui n'était pas plaquée. Mais il me dit, détail. ben oui, il dit, c'est pas plus grave que ça. Ben, j'ai dit, c'est une voiture de police, il m'a arrêté. C'est pas grave, il dit, tout le monde se connaît ici. Au pire, il m'a dit, voyons, on roule pas quand elle n'est pas plaquée. Pas plus que ça. Colin! On peut savoir ces policiers-là ici? Ben, c'est particulier parce Oui. que là-bas, à Terre-Neuve, il n'y a rien qui est... Je dirais que c'est comme c'était ici avant. Oui. Tout le monde se connaît, il n'y a rien de compliqué, puis tout le monde peut s'arranger. Puis tout le monde a du C'est fun. spécial, vraiment. Ensuite de ça, ben là, ce qu'il a fallu s'arranger pour déterminer comment ramener la voiture, parce que Terre-Neuve, c'est une île. Et puis, il n'y a pas de pont qui relie l'île. Ils doivent prendre le traversier. Juste le traversier, c'est quelque chose comme 8 à 9 heures de traversier. Vite en quand même. avant. Et on arrive où lorsqu'on a fini de prendre le traversier? On arrive en Nouvelle-Écosse. Et là, il faut traverser Il faut les deux traverser provinces. Nouvelle-Écosse, traverser le Nouveau-Brunswick. On arrive à Rivière-du-Loup, descendre jusqu'à Québec. Fait que c'est un beau périple de 30 heures quand même. Là. Puis quelle belle expérience. Ah, une super expérience. Puis quand la voiture est arrivée, my God. Là, c'est sûr que le camion remorque ne pouvait pas circuler dans les petites rues résidentielles où je demeure, donc ils sont arrêtés pas loin de chez moi sur un terrain commercial. J'ai fait venir une dépanneuse avec une plateforme pour réussir à sortir la voiture du camion, bien sûr. Alors, une fois sur la plateforme, ben là, comme elle n'était pas plaquée, il l'a amenée jusque chez moi. Je l'ai descendu, puis là, je l'ai entré dans mon garage, et là, ça a été... Une semaine à pas dormir. Ah, mon Dieu, oui! Définitivement. Cette semaine, on se transporte du côté de Saint-Georges-de-Beauce à l'événement Beauté d'acier, un événement qui grandit à chaque année avec des passionnés dans tous les domaines, muscle car, classique, etc. C'est vraiment un très bel événement. On s'en va rencontrer son président fondateur, M. Silvio Veilleux. Ça faisait plusieurs années qu'il y avait un manque dans la Beauce, surtout dans le domaine d'auto-antique sport. Alors, on a décidé, il y a 3 ans, de partir Club automobile Beauté d'acier. Et ça ne fait qu'aller de mieux en mieux. On est rendu à tout près de 400 membres. La demande est très, très forte. Le club est beaucoup aimé. Vous pouvez le constater par vous-même. Les Super Mardis Beauté d'acier, c'est 2 rassemblements par année aux vacances de la construction, soit le 21 et le 28. Ça regroupe beaucoup de monde de partout. C'est très, très aimé. Je ne peux rien dire d'autre.
moi, depuis mes 16 ans, j'ai des Camaro. Ça fait que je suis un passionné de GM, de Camaro, entre autres. J'ai eu quelques Camaro, puis présentement, j'en ai 3. J'ai les 3 générations. Une 68, une 80 et une Iroq Z 85. Il a été restauré au complet, pas par moi, par la personne que je lui ai acheté. Ça fait que j'ai remis, moi, des roues de compagnie, le volant de compagnie, j'ai mis quelques morceaux parce que j'aime ça original. Ça fait que, mais il a été très bien restauré. Le dessous, il est super beau. Tout est beau. Le moteur, c'est un 327. C'est le moteur original. Il a été remonté un peu. J'ai environ 400 HP automatique. Ça fait que c'est un bon véhicule pour se promener. J'allais depuis 10 ans et puis j'ai fait pas mal de tours au niveau de la mécanique avec des mécaniciens qui connaissent bien ce type de véhicule. Mais au niveau de la carrosserie, je veux garder quand même un certain vécu du modèle. Et puis quand elle est trop propre, ben, on la laisse plus au garage que l'utiliser. J'ai acheté une légendaire Cobra parce que c'est toute l'histoire qui se rapporte en arrière de ça. Les tests de piste, puis tous les tests que Shelby a fait, puis en voulant battre Ferrari sur son propre circuit, Cara Shelby a prouvé que les Américains étaient capables de faire des voitures aussi puissantes que les Italiens. D'ailleurs, la raison pour laquelle ma Cobra est stripée comme elle est là, c'est l'ingénieur avec qui Shelby travaillait, Ken Mize, a piloté cette voiture-là, stripée comme ça dans les années 64. Ils ont remporté la plupart des courses en Amérique du Nord dans les années 60. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi cette voiture qui est mythique. Ce segment vous a été présenté par le Club automobile Beauté d'Acier. Les Chevrolet étaient offertes en 2 séries, la Stylemaster et la Fleetmaster, offertes en plusieurs déclinaisons. Business Coupe, coupe 5 places, 2 et 4 portes sédan, convertible, 4 portes familiales et les aérosédans Coupe et Sportmaster 4 portes. Le moteur était un 6 cylindres en ligne de 216 pouces cubes de 90 chevaux, accouplé à une transmission manuelle à 3 rapports avec surmultiplication en option. Les prix de base variaient de 1 244 à 2013 $. Plus de 696 449 Chevrolet sortirent d'usine, plus de 2 fois et demi la production de la Ford. Ce sera à partir de 1949 une lutte à finir entre ces 2 concurrents. Les matériaux dans ces années-là étaient fort différents des matériaux d'aujourd'hui. Juste par exemple, la banquette est en laine pure. Les boiseries qu'on voyait dans les années 10, 20, 30, c'est remplacé par une imitation de bois. En fait, c'est du métal. C'est du métal. Avec un style boiserie. Il y a également l'évolution des plastiques qui ont beaucoup changé. J'aimerais ça que tu m'expliques un peu la nuance entre les plastiques de porte, le radio et les plastiques qu'on a aujourd'hui. Oui, les plastiques qu'on a aujourd'hui, c'est fait à partir du pétrole, ça on sait. C'est ce qui fait qu'avec le temps, le pétrole s'évapore un peu, se dessèche, et le plastique, ça prend pas tellement de temps qu'il va comme finir par craquer. Oui. À l'époque, le plastique, comme on le connaît maintenant, n'existait pas. C'est ce qu'on appelait du bakelite. C'était fait à partir de monomères. C'était très, très, très résistant. Sauf que le bakelite n'était disponible que dans sa couleur naturelle, c'est-à-dire comme brun. Ce qui fait que comme ma radio, c'est une radio AM à lampe, est faite en bakelite. Cependant... Juste pour souligner, c'est la radio d'origine. C'est la radio d'origine. C'est le bakelite d'origine, puis on dirait qu'il sort de l'usine. Oui, il est comme neuf. Il est comme neuf, oui. Oui. C'est resté beau, oui. C'est des matériaux très durables. Oui, vraiment très résistants. Puis là, bien, il y a une compagnie qui a fait évoluer le bakelite et c'est devenu, en fait, la compagnie appelle ça du lucite. Eux autres ont été capables de produire le même type de matériel à partir toujours du monomère, mais en étant transparent et pouvant y donner la couleur qu'ils veulent. Une grande souplesse, là, à ce oui, moment-là. Une très grande souplesse. On pouvait le mouler la forme qu'on voulait. Là. Merci beaucoup, Stéphane. Écoute, on a appris plein de choses. Super intéressant. Je te dis un gros merci. Bien, ça me fait plaisir, Éric.
La voiture de la semaine vous a été présentée par Hagerty Assurance de voitures classiques. L'événement Les Puces mécaniques présentait sa première édition les 22 et 23 février 2019 à Drummondville. Ce marché aux puces intérieures axé autour des pièces d'automobile, de moto, de motoneige et d'items décoratifs vintage d'inspiration automobile était réparti sur une surface de 35 000 pieds carrés à l'intérieur d'une ancienne usine des années 20. Au total, ce sont 70 exposants et au-dessus de 2480 visiteurs qui ont contribué au succès de l'événement. Tenez-vous informés car les puces mécaniques doivent être de retour en février prochain au même endroit. Eh bien, c'était Éric Fortier. J'espère que vous avez apprécié. Au nom de toute notre équipe, je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission Passion Auto Rétro. V8 Passion est fier de vous avoir présenté Passion Auto Rétro.